Alexandre Wizy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, enseignant en économie. Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chef économiste chez BDO France, enseignante d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Adrien Matou, bonsoir et bienvenue. Rédacteur en chef du service politique de Marianne. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Ce déficit annoncé, alors pas obligatoire évidemment, en 2035, entre 14 et 15 milliards d'euros. Est-ce que vous le voyez comme un camouflet pour le Premier ministre qui parlait effectivement dans son discours de sa déclaration de politique générale de 55 milliards ? Évidemment, il y avait quand même un petit problème parce que d'abord, il faut se mettre d'accord sur le réel avant de traiter un sujet. Et donc, on avait un François Bayrou qui avait fait un calcul qui, pour le dire simplement, considérait que la part que l'État paye pour ses fonctionnaires devait être imputée dans le déficit global. Or, les fonctionnaires d'État, ils ont des caractéristiques qui justifient des niveaux de cotisation qui sont différents. La première caractéristique, c'est que d'abord, l'assiette sur laquelle est calculée la retraite des fonctionnaires, elle n'est pas la même parce que vous n'y intégrez pas les primes qui sont très importantes pour eux. Ensuite, il y a des fonctionnaires qu'on appelle d'actifs qui ont des carrières plus courtes. Il y a tout un tas de sujets. Et puis, les efforts qui ont été faits, parce qu'on en parle assez rarement, du point de vue du nombre de fonctionnaires, pèsent aussi négativement sur l'équilibre entre les retraités et les emplois dans la fonction publique. Donc en fait, il n'y a pas à mettre ça sur la table des négociations des partenaires sociaux. On est revenu au réel. C'est l'État qui paye les retraites de ses fonctionnaires. C'est logique, c'est cohérent. Donc, Monsieur François Bayrou voulait le Premier ministre voulait mettre ça dans le débat général. La Cour lui dit que c'est pas opportun de le faire. Anne-Sophie Alsif, il y a effectivement ces chiffres du corps du Conseil d'orientation des retraites qui ont été beaucoup commentés, beaucoup utilisés. Pourquoi ? Parce que chacun allait puiser ce qu'il arrangeait, c'est ça, avant la première réforme d'Elisabeth Borne. Oui, tout à fait. Le Conseil d'orientation des retraites se basait sur une évaluation en fonction de scénarios. Comme on le dit, on fait de la prospective. Et donc, pour calculer ce déficit prochain, en tout cas le coût des retraites dans le PIB, vous basez sur différents indicateurs. Le taux de chômage, c'est important, la croissance économique ou encore la productivité. Et c'est vrai que souvent, on disait que les hypothèses de base qui étaient choisies par le Conseil d'orientation des retraites étaient un peu trop optimiste. Nous, particulièrement, on avait travaillé sur la productivité et ces chiffres avaient d'ailleurs été revus à la baisse. Donc, le corps avait différents scénarios, un scénario médian, bas et haut. Et là, les 6 milliards, on est plutôt dans le scénario médian. Exactement. Et donc, c'est vrai que pendant la première réforme, comme il y avait ces scénarios, parce que là, on parle de 2030-35, eh bien, il y avait des chiffres qui étaient différents parce qu'il y avait des hypothèses sous-jacentes qui étaient différentes. Quand vous faites de la prospective, c'est bien d'avoir aussi différents scénarios. Oui, effectivement. Alors, on y reviendra, évidemment, au travail que les partenaires sociaux vont devoir mettre en œuvre à partir de la semaine prochaine. Mais je voudrais quand même revenir sur ce décalage et vous entendre là-dessus, Adrien Matou, parce que ce que coûtent les retraites des fonctionnaires à l'État, on peut pas non plus le balayer d'un revers de manche, quoi. Alors j'ai presque envie de vous dire ce que coûtent les retraites à l'État. Oui. Parce que c'est un peu le grand oublié de ce débat. Alors là, on est sur un débat technique, certes intéressant, sur cette question des retraites des fonctionnaires et globalement du montant du déficit. Est-ce qu'on est en déficit de 30 milliards ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? Le grand absent du débat, c'est le poids global du système de retraite français par rapport aux autres pays. On est un des pays au monde qui consacre le plus d'argent public à son système de retraite, 14 points de PIB quasiment. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quand même 4 points de PIB de plus que les Allemands. 4 points de PIB, c'est 108 milliards d'euros. C'est vous dire, c'est une somme qui est supérieure à toutes celles qui ont été citées jusqu'ici. Donc, il n'y a pas ce débat-là en France. Alors, pourquoi il n'y a pas ce débat ? Alors, pour plusieurs raisons, essentiellement des raisons électorales, parce que on sait que les retraités votent beaucoup plus que les autres catégories. Alors moi, je ferai une rapide typologie. Le centre et la droite ne vont pas ouvrir ce débat parce que ce serait suicidaire, parce que c'est leur électorat principal. Le RN considère que c'est son électorat de conquête, que pour gagner, il faut séduire les retraités et donc ils vont pas essayer de les froisser. Et la gauche ? Alors, je poserai la question, c'est un débat intéressant à ouvrir avec Alexandre Wizy, parce que je pense que moi, il y aurait un potentiel pour la gauche. Alors évidemment, il faut bien cadrer le débat. Il faudrait bien expliquer que ce sont plutôt les retraités aisés qu'on va mettre à contribution. Évidemment. On de l'argent chez les retraités les plus aisés. Évidemment, il y a toujours cette image du petit retraité, mais il n'y a pas que des petits retraités en France. Et je trouve que la gauche aurait un boulevard pour aider les actifs, parce que quand même les cotisations sociales ou aider les services publics. Elle ne le fait pas, selon moi, parce qu'elle a décidé qu'il ne fallait pas baisser les dépenses publiques, quoi qu'il arrive.
Votre réponse, puis ensuite je donne la parole. La réponse, c'est que ce qui est fait la spécificité de ce pays, c'est en effet qu'on a un système social, ça ne concerne pas que les retraites. On a un système social qu'on a décidé, moi je considère que c'est notre gloire, d'avoir, qui a un certain niveau de protection de la population. Très protecteur, on peut le dire. Protecteur de la population, et encore une fois, moi c'est quelque chose que je revendique. La question de la retraite des vieux travailleurs, c'est une conquête anthropologique majeure. Et le fait qu'aujourd'hui, parce que vous exagérez un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'OCDE, on a en effet entre les actifs et les retraités une forme de parité sur les niveaux de pauvreté, sur les niveaux de revenus. Donc on n'est pas dans non plus une situation sur la part du pays consacré, on est sur la part consacrée, on est deuxième derrière l'Italie. On est à 14%. On est à 14%. Je sais bien. On est à 14% du PIB. D'ailleurs, quand même, ce que j'aimerais qu'on signale sur ce qui est en train de se passer, ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que à 14% du PIB, ce sera la même chose en 2045. C'est-à-dire que vous avez, parce qu'on nous a dit pendant des années que les dépenses explosaient. Elles restent, mais quand même, c'est un point extrêmement important. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut toujours se le permettre de dépenser autant d'argent pour les retraites? Est-ce que je peux rajouter une petite question pour un homme de gauche? C'est un choix de société. Est-ce que c'est un choix de société quand on sait que les retraités sont très souvent propriétaires, voire multipropriétaires, et que certains touchent des retraites, supérieures à 3 000 euros? Est-ce que pour la gauche, c'est un combat prioritaire de protéger ces gens-là, alors qu'on sait qu'il y a quand même des difficultés pour les actifs, qu'il y a des difficultés pour les services publics? Est-ce que c'est ces gens-là, entre guillemets, qu'il faut mettre en haut de la pile des priorités des gens à protéger? D'abord, il faut protéger les retraités, c'est évident. Moi, j'ai aucun problème à l'affirmer. En revanche, ce que nous disons, c'est en effet que, si vous voulez, on est rentré en 2023 dans le sujet par la mesure la plus injuste qui soit. La question qui est l'âge. Qui est l'âge. Qui est la mesure la plus injuste. Ça, on y revient et je vous donnerai longuement la parole parce que c'est central. Bien sûr, c'est central. On est d'accord. Émilie, vous voulez intervenir? Je pense que quand on compare, il faut comparer la totalité des choses. Et vous dites, en effet, 14 points de PIB et par rapport à l'Allemagne, donc 4 points de plus. Mais il faut voir la situation aussi sociale et économique des retraités en Allemagne. C'est pas du tout la même parce que l'âge est beaucoup plus élevé de départ à la retraite. Ils partent beaucoup plus tôt parce que souvent ils ont pas de travail ou quoi. Et ils sont dans une situation souvent, je crois que c'est assez énorme comme nombre, assez en difficulté. Alors Anne-Sophie, je suis pas forcément d'accord. Quand on regarde justement le taux d'activité en Allemagne, on est à peu près sur 10 points supérieurs à la France, avec un taux qui permet justement aux retraités de partir beaucoup plus tard. Et ce qui explique aussi l'écart de richesse et le taux d'emploi beaucoup plus élevé dans les pays nordiques par rapport à la France. Et souvent, quand on parle de l'écart justement de production-richesse de la France par rapport à ces pays, c'est par rapport à ce taux d'activité. Donc mais leur situation, c'est un autre indicateur. Alors, c'est important. On s'en remet pas aux petits retraités, ils sont réformés. Moi, ce que je vais faire, c'est vous arrêter parce que comme on a un second débat sur l'Allemagne, les élections en Allemagne, on va pas non plus passer 10 minutes à parler de l'Allemagne. Déjà, mais attention, il y a plein de thèmes, effectivement, notamment la question de l'âge et puis de cette réforme d'Elisabeth Borne. Quand on écoute Marie-Lise Léon, on l'a déjà entendu brièvement dans notre sujet d'ouverture, mais je voudrais bien qu'on entende cette phrase quand même de la secrétaire générale de la CFDT sur à la fois le rapport de la Cour des comptes et puis la réforme Borne. Écoutons. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur cette réforme de 2023 qui est injuste, qui nous a été présentée comme la réforme du siècle qui allait résoudre tous les problèmes. Et en fait, aujourd'hui, on a la démonstration que ça, c'était du pipeau. C'était complètement pipeau. Bon, c'était complètement pipeau. Donc, elle aurait servi à rien, cette réforme de 2023? Mais non, mais ce que dit très justement Marie-Lise Léon, c'est que la réforme Borne, c'est une réforme de classe. Je le dis exactement comme je le pense. On choisit d'aller sur la mesure d'âge, c'est-à-dire sur les gens qui ont commencé à travailler le plus tôt. Moi, je suis pas concerné par la réforme Borne, parce que moi, je vais traîner mes guêtres jusqu'à 67 ans, quoi qu'il arrive. Tous les cadres ne sont pas concernés par la réforme Borne. Tous ceux qui ont fait des études supérieures ne sont pas concernés par la réforme Borne. La réforme Borne, c'est une réforme pour les classes populaires et pour les classes moyennes. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et c'est pour ça que cette réforme Borne est si mal passée, parce qu'elle est inacceptable du point de vue du partage. Ce qui est important dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que tout d'un coup, vous savez, à l'époque, c'était il n'y a pas d'alternative. C'est la mesure d'âge ou rien. La Cour des comptes rouvre tout le champ des possibles. Et en effet, il y a la question de la désindexation peut-être de certaines retraites à partir d'un certain niveau. Il y a la question de la durée de cotisation. Nous-mêmes, nous l'avons pratiquée avec la réforme Touraine. Il y a la question de la fiscalité qui était une question taboue. Je rappelle qu'on a fait 60 milliards de baisse d'impôts et qu'on parle pour rééquilibrer en 2035 de 15 milliards d'euros. Regardez les ordres de grandeur. Donc, il y a des sujets à mettre sur la table. Alors qu'il nous avait dit,
que cette réforme était le dernier mot et le fin mot de l'histoire, et ils étaient passés par la mesure d'âge. Mais Adrien Matou, sans cette réforme pipeau, je reprends les termes de Marie-Lise Léon, on serait à quel niveau de déficit? C'est peut-être aussi une question qu'on doit se poser. Oui, évidemment. Alors, je pense qu'il n'y a pas de scénario où il y aurait eu aucune réforme. Oui. C'est peut-être la nature de la réforme qu'il faut interroger. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Alexandre Bouisy. C'est-à-dire que la simple mesure d'âge, quelque chose d'assez injuste. Déjà, on aurait peut-être pu jouer davantage sur la durée de cotisation, où là, effectivement, les gens qui commencent à travailler tôt et qui ont des métiers pénibles. Je rappelle aussi que la Macronie a supprimé des critères de pénibilité. A priori, je pense qu'il y a quand même un consensus à trouver sur le côté. Plus on fait un travail pénible et difficile, plus on doit pouvoir partir tôt. D'autant que vos années de vie à la retraite ne sont pas les mêmes en fonction d'un travail pénible ou non. Quelque part, on est déjà. Moi, je me vois petite souris à la table des discussions entre partenaires sociaux sur cette question-là. En tout cas, rapidement, mais c'est un petit peu dans la même logique de ce que je disais sur les retraités. On voit bien qu'il y a des logiques d'électorat derrière. Oui. Parce que voilà, évidemment, les classes populaires, c'est pas le cœur électoral de ceux qui ont fait la réforme de 2023. Quand même, n'oublions pas, Anne-Sophie Assif, que cette réforme, elle avait aussi un objectif qui consistait à rassurer les marchés financiers et ceux qui nous prêtent de l'argent dont on a besoin pour rembourser 3300 milliards de dettes. Enfin, dans l'équation, on peut pas totalement zapper cette affaire, quoi. Complètement, comme vous le savez, on est en procédure de déficit excessif, on a plus de 6% de déficit, donc c'est vrai que la question des retraites, comme vous l'avez dit, on a un des systèmes les plus généreux, pose question sur la pérennité. Alors, il y a plein d'autres questions sur la pérennité, mais d'où cette réforme? Et c'est vrai que l'idée de cette réforme, c'était aussi de faire des économies. Ce qui est assez intéressant sur la mesure d'âge. Pourquoi elle est aussi utilisée et pourquoi les autres pays l'utilisent? Il faut toujours regarder ce que font les autres. Il n'y a pas un complot, pourquoi la mesure d'âge, etc. Le but, c'est quoi? C'est justement d'augmenter le fameux taux d'emploi des seniors. Je reviens dessus. Et quand vous laissez les gens en emploi plus longtemps, eh bien, ils produisent plus de richesses. Et donc, c'est un effet macroéconomique qui est très, très, très fort. Avec le décalage de la réforme des retraites, vous le voyez, notamment chez les 55-62 ans, la dernière note de l'INSEE, on voit déjà qu'il y a une augmentation du taux d'emploi. Parce que justement, il y a des temps en pré-retraite, vous partez à 62, vers 60, 61, vous sentez que c'est bientôt la fin. Votre raisonnement vaut pour la durée de cotisation. Excusez-moi, laissez-moi finir comme vous l'avez fait. Eh bien, là, vous avez justement un décalage qui se fait. Et donc, tout à fait mécaniquement, le taux d'emploi augmente. Oui, on va prendre le temps on va rester sur cette question de la mesure d'âge et je vous propose une réaction, celle du sénateur centriste Olivier Henno, qui est également membre du Conseil d'orientation des retraites. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Voilà. C'est ma réaction. Quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose que je ne connaissais pas. Ce sont les mesures d'âge et de reporter l'âge de la retraite qui rapportent le plus, et revenir sur les 62 ans ou sur les 63 ans coûterait presque 10 milliards, enfin pas tout à fait, mais presque 10 milliards par an. Et donc, à la fois, il n'est pas possible de revenir sur la réforme des retraites, quand on voit ça. Même la durée de cotisation rapporte moins que de prolonger l'âge de la retraite. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de pays européens. Alors, je pense que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, le terme est trop fort, suicidaire, mais on se tire pas une balle dans le pied en revenant 62 ans, parce que c'est sur la table là, potentiellement. Nous, ce qu'on a dit depuis le début, on a dit qu'il fallait que la question financière soit bouclée. Donc on n'est pas on se désintéresse de la question financière. On n'est pas dans ce sujet-là. Je vous ai dit, on a déjà fait des mesures, on a déjà travaillé sur la question de la durée de cotisation. C'était le cas avant. Donc on travaille sur un sujet sérieux. Ce qu'on dit, c'est que cette mesure-là, c'est la plus injuste, c'est la plus inégalitaire, et donc nous ne sommes pas d'accord pour passer par cette voie. Et je redis quand même. On va revoir l'âge de départ à la retraite chez nos voisins européens. 65 ans, Belgique, Roumanie, Pologne, Espagne. Mais l'âge de départ Allemagne, 66 ans, Pays-Bas, Danemark, Italie, 67 ans. Le Danemark, ils sont en train de réfléchir à pousser jusqu'à 70 ans. Mais les gens ne partent pas à 62 ans à la retraite en France. C'est l'âge légal. C'est l'âge légal. Mais si vous voulez une retraite à taux plein, vous allez devoir travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67. Il n'y a qu'à partir de 67 ans où vous pouvez partir, quoi qu'il arrive, à tout plein. Mais rendez-vous compte, donc en France, on est déjà entre 64 et 65 ans sur le départ à la retraite. On ne part pas à 62 ans. Ce qu'on dit, c'est qu'on ouvre les droits pour ceux qui ont déjà leurs années de cotisation. C'est un début, une possibilité pour un début. Et encore une fois, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. 7 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé entre les ouvriers et les cadres. En fait, ils payent deux fois. À la fois, ils vont cotiser plus longtemps et en plus, ils bénéficieront moins de leur retraite. Donc, comprenez l'injustice profonde du système. Donc, nous, on est prêt à travailler et on l'a dit, quand même, la question fiscale, je suis désolé d'y revenir, mais quand vous avez baissé de 60 milliards la dépense publique dans ce pays, les recettes publiques dans ce pays, et que vous dites, mince, en 2035, il y a un déficit de 15 milliards sur les retraites,
on peut se poser aussi la question de nos priorités. Quand je vois les allégements de cotisations sociales patronales entre 2,5 et 3,5 SMIC, c'est-à-dire dans une zone où il n'y a pas de chômage. Normalement, c'est fait pour gérer la question du chômage. Il n'y a plus de chômage à 2,5 SMIC. Ça permet de rapporter 4 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut utiliser ce type de solution? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que il y a peut-être des actifs qui aimeraient bien pouvoir être augmentés par leur employeur sans que ça coûte à l'employeur. Parce qu'on sait qu'en France, un des gros problèmes, c'est quand même l'écart qu'il y a entre le salaire le super brut, mais on pourrait parler de super brut, ce que ça coûte à l'entreprise et ce que touche le salarié. Et je trouve que dans ce contexte-là, envisager une hausse des cotisations, qu'elles soient salariales ou patronales, pour financer un système de retraite qui est tout de même extrêmement généreux et pas toujours pour des raisons objectivement sociales, je trouve ça assez... Vous ne pensez pas que le sujet, c'est plus la répartition capital-travail dans la question de la partage de la valeur ajoutée que les quelques points de cotisation qu'on pourrait mettre en place pour permettre aux retraités qui ont travaillé toute leur vie de pouvoir partir à un âge décent et de pas augmenter de 2 ans pour ces personnes. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient être augmentés entre 2,5 et 3,5 de SMIC et que pour le coup, si on augmente encore les cotisations... Et juste le capital-travail, il n'y a pas de problème, vous pouvez taxer tout ce que vous voulez, sauf que le capital, il est mobile. Alors, à part si vous êtes président du monde et que vous dites je vais taxer à temps le capital dans le monde et tous les pays du monde, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que je crois qu'on parle que de la France, qui est un pays parmi tant d'autres. Et vous le voyez aussi aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, on est plutôt sur une agressivité fiscale d'autres pays. Donc, bien sûr qu'on peut faire ça, dire qu'on est une île, qu'on est fermé. Mais le problème, c'est que le capital, il est fermé, il est mobile. Et donc, si demain il y a autre chose, on peut le taxer. Oui, ça veut dire qu'une partie de notre capital va partir. Et le capital derrière, c'est aussi du financement d'entreprise. On a quand même beaucoup besoin aujourd'hui où on voit que c'est l'investissement qui a été complètement sacrifié. Alors, on va se projeter dans le calendrier, ce qui peut se passer dans les prochaines semaines grâce à Jonathan Dupriez qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Jonathan. Après avoir reçu ce rapport de la Cour des comptes, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? On a un petit peu l'impression qu'on passe aux choses sérieuses. Ça y est, Thomas. La remise du rapport ce matin de la Cour des comptes sur le financement du système lance 3 mois de concertation entre les partenaires sociaux et le patronat. Voilà, on le voyait ce rapport. Cette conférence sociale, dont une première réunion de cadrage s'est déjà tenue au ministère, c'était au ministère du Travail le 17 janvier dernier. Eh bien, elle démarrera dans une semaine tout pile, le 27 février. Les discussions se poursuivront ensuite tous les jeudis après-midi jusqu'à fin mai au moins. Et pour l'instant, le calendrier est plutôt conforme à celui que François Bayrou avait ébauché lors de sa déclaration de politique générale. C'était le 14 janvier à l'Assemblée. Et il avait employé le terme de conclave. Qu'est-ce qui va se jouer pendant ce conclave, pendant ces 3 mois? Eh bien, ce dont on est sûr à ce stade, c'est que ça risque de ferrailler pas mal entre les syndicats et le patronat, parce qu'ils ont des positionnements tout à fait antagonistes sur de nombreux sujets. Les partenaires sociaux, ils s'inquiètent aussi d'une sorte de flou sur le périmètre exact et la méthode de ces négociations, qui va mêler peut-être privé, public, agriculteurs, indépendants. Les discussions aussi vont remettre sur la table la très épineuse question du report de l'âge légal à 64 ans, qui est évidemment la principale revendication des syndicats. Il y aura peut-être aussi la question de la pénibilité. Aussi des inégalités entre les femmes et les hommes. Certains espèrent aussi un débat systémique sur une éventuelle retraite à points, ou alors d'intégrer une part de capitalisation comme le souhaite le patronat. Vous l'aurez compris, Thomas, le terrain est miné. Oui, et puis ça fait beaucoup de thèmes en un trimestre seulement. Et alors, une fois la conférence sociale terminée, que prévoit de faire le gouvernement? Eh bien, écoutez, il y a 3 scénarios qui avaient été évoqués par François Bayrou lui-même lors de sa déclaration de politique générale. C'était ici au Sénat le 15 janvier dernier. On l'écoute. Or, on en reste au texte actuel. Accord complet, on fait un texte de loi. Accord partiel, on traduit l'accord partiel dans un texte d'amélioration de notre système de retraite. C'est la voie la plus franche, la plus transparente, la plus honnête qu'on pouvait trouver sur ces sujets-là. Et je le crois parce que les partenaires sociaux le croient aussi. Voilà, si tout se passe bien, en tout cas, comme le prévoit le locataire de Matignon, un accord avec les partenaires sociaux pourrait peut-être aboutir dès l'automne 2025 et ensuite ces modifications pourraient être votées par le Parlement à l'occasion du budget 2026 de la Sécurité sociale. Merci beaucoup Jonathan. Alexandre Wizy, il y a pas une part de marché de dupes? C'est-à-dire qu'Alexandre, le Premier ministre, il s'est acheté du temps quand même. Mais il s'est acheté du temps et si vous voulez. Et plus d'un trimestre à Matignon quoi, pour obtenir le vote du budget. C'est possible ça. Mais ce qu'on peut dire aussi sur, à mon avis, le marché tel qu'il est présenté, et moi ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait,
le patronat part avec une carte dans la main que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que quand vous dites à des partenaires sociaux, si il n'y a pas d'accord du tout, on en restera là. Quelque part, il suffit, on verra bien, parce qu'il y a quand même, le sujet a quand même été un sujet majeur dans le pays. Vous disiez tout à l'heure, et les actifs, ils étaient aussi dans la rue pour défendre les retraités. 85% des Français opposés à cette réforme, donc ils y sont aussi attachés. Donc la question, c'est est-ce que le patronat va tenir sur une position où on bouge pas et à la fin il y aura rien devant le Parlement et donc ce sera marché de dupes jusqu'au bout et ce sera la phrase de Clémenceau, lorsqu'on a un problème pour l'enterrer, il faut créer une commission, ce serait ça. Ou bien est-ce que ils vont quand même se dire qu'ils sont obligés de bouger sur un certain nombre de sujets, sur un point qui a crispé et qui a mis des millions et des millions de Français pendant des mois et des mois dans ce pays. Enfin, c'est quand même le principal mouvement social. Il y a eu les Gilets jaunes et il y a eu la réforme des retraites. C'est deux grands mouvements sociaux dans ce pays. Donc voilà, on va voir, mais disons que tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes en main dans cette négociation, compte tenu du cadre qui a été mis par François Bayrou. 3 mois. En écoutant la liste des revendications possibles mises sur la table, enfin, ou des enjeux de négociation, on se dit c'est irréaliste. Oui, ce que disait Alexandre Louisy était juste, je citais un autre grand homme, Henri Queuille, qui disait il n'y a aucun problème qui ne puisse être résolu par une absence de solution. Voilà. Et c'est vrai qu'il a un peu ouvert la voie, François Bayrou, en disant si on ne trouve pas de compromis, ce sera l'ancienne réforme. C'est vrai qu'il y a une forte incitation pour le patronat à bloquer un peu les négociations pour aboutir à ça. Après, ceci dit, les syndicats de salariés ont aussi une carte à jouer, peut-être en évitant de camper sur des positions absolument irréconciliables avec celles du patronat. Oui. Et c'est vrai qu'on sait qu'en France, pour des raisons multiples, il y a quand même un rapport plutôt de confrontation que de collaboration, entre guillemets, entre les représentants des salariés et du patronat. Oui. Il y a peut-être aussi un coup à jouer du côté des syndicats. Le problème, c'est que celui qui fera le pas vers l'autre pourra être accusé de traîtrise par ses comparses. Il y a plein d'exemples d'accords trouvés par les partenaires sociaux. Anne-Sophie Alsif, ça marche aussi. Ça marche tout à fait. On le voit dans plein d'autres pays, dans plein d'autres secteurs. Mais en France aussi. Et en France aussi. Moi, je pense que ça pourrait être une très belle opportunité. Pendant le premier débat, justement, on n'a pas parlé, parce que derrière cet âge de départ ou tout ce que l'on dit, il y a vraiment, on l'a dit, la question de la pénibilité, de l'écart de vie en bonne santé à la retraite, ce qui est tout à fait fantastique à traiter, à mon sens, et essentiel. Quand vous les fameux pays du Nord qu'on cite en exemple. Oui. Quand vous travaillez encore à 60, 75 ans, vous travaillez pas pareil qu'à 30 ans. Le grand problème en France, et là on peut dire que les syndicats pourraient mettre cette carte au centre, c'est que souvent toutes les négociations, c'est sur le salaire et sur les augmentations de salaire. Il y a très peu de choses sur la formation tout au long de la vie et sur, vous êtes par exemple hôtesse de caisse à 30 ans, vous ne le serez pas à 50, 55 ans avec les mêmes conditions de travail. Vous regardez en France, très souvent, c'est le cas. Vous regardez dans les pays nordiques, à 30 ans, vous avez ce poste, à 45 ans, on vous donne des formations, vous avez autre chose, et quand vous arrivez à l'âge de la retraite, vous faites un autre travail. Et donc, grâce à cet accompagnement tout au long de la vie, vous êtes moins fatigué ou dans de meilleures situations de vie quand vous allez arriver, on va dire, à la retraite. On voit que dans les 3-4 prochaines années que vous êtes à la retraite pour les ouvriers en France, vous avez énormément de problèmes de santé, ce qui est beaucoup moins le cas dans les pays nordiques. Et donc, l'idée, c'est de dire, au lieu de tout être sur la négociation salariale, il faut, et là, à mon sens, ça pourrait être le corps de la négociation avec le patronat, accompagner cette formation tout au long de la vie et faire que les personnes aient un emploi qui correspond à leur âge. Et là, ce sera beaucoup plus facile d'avoir ces problèmes de pénibilité et d'âge de départ. Alexandre Louisy, est-ce qu'on peut effectivement mettre sur la table cette question de la pénibilité sans créer un système ultra compliqué, une sorte d'usine à gaz ? On avait quand même proposé des choses. Il y avait des choses qui existaient. C'est possible. Et bien sûr que c'est possible. Et ça a été remis en cause lors du précédent quinquennat, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ça a commencé à être remis en cause lors du précédent quinquennat. Donc oui, cette question de la pénibilité, elle est centrale. C'est ce que je vous disais sur les écarts d'espérance de vie, ce qui a très bien été rappelé, avec lequel je suis d'accord. Et après, l'enjeu de la négociation, c'est vrai, c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'est que vont faire les syndicats les uns par rapport aux autres, parce que si vous voulez, pendant la réforme, c'est un peu la CFDT qui a la clé, donc je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci encore. En général, c'est souvent la CFDT qui a la clé, mais si vous voulez, souvenez-vous que pendant la réforme des retraites, il y a eu une unanimité, il y a eu un front syndical unique. Qu'est-ce qui va se passer dans cette négociation? Puis moi, je reviens sur les 3 mois, personnellement, mais on en reparlera peut-être. Je ne crois pas aux 3 mois. Je n'arrive pas à y croire. Oui, ça je sera vois pas comment c'est possible. Prolongé. Oui, et ça peut peut-être même arranger François Bayrou. Je pense qu'il sera pas le premier à leur dire accélérer. Vous avez raison, ça me semble
semble assez évident. Donc peut-être un vrai conclave avant ce conclave-là. Voilà, c'est un autre sujet, mais on va pas le souhaiter. Souhaitons longue vie au pape. J'ai pas dit que je le souhaitais. Ces conditions, justement, ce contexte, il complique tout. Parce qu'en effet, il y a cette idée que ça peut privilégier, ça peut aider Bayrou à tenir, si ça tient plus longtemps. Et puis, on a cette obsession de l'équilibre financier. C'est normal, on a un déficit énorme et on voit bien qu'on va dans le mur sur les retraites. Mais ça empêche de réfléchir, j'allais dire, avec un peu de froideur et un peu d'intelligence. Parce que comme vous l'avez dit, il y a la pénibilité, mais il y a aussi les agriculteurs, il y a les femmes aussi, il y a les carrières longues, les carrières difficiles. Et en fait, on a l'impression qu'on va discuter de ça avec un pistolet sur la tempe en disant oui, mais attention, ça on peut pas le faire parce que sinon on va décrocher. Alors qu'il y a des vraies réflexions de société. Là, on le voit bien en discutant simplement tous les 5. On voit que c'est des questions de société, que c'est des choix. Et là, on va le faire un petit peu comme ça, juste par l'aspect financier qui est très réducteur finalement, qui est central, mais qui est réducteur aussi. Alors, on va voir effectivement comment ça va se passer. Mais est-ce que il peut y avoir, parce que j'ai bien entendu vos arguments sur les sous-entendus ou les arrière-pensées politiques qui finalement sont toujours là quand il y a une réforme des retraites. Est-ce qu'il y en a moins si c'est les partenaires sociaux autour de la table, quand même? Pas forcément. Alors, en théorie, oui. Ceci dit, j'observe que, alors peut-être assez curieusement d'ailleurs, cette question que je soulevais en début d'émission du poids sur les actifs, de la générosité du système de retraite, n'est soulevée par absolument aucun syndicat, y compris les syndicats qui représentent les salariés, donc les actifs. Et j'ai l'impression que moi, je vois par exemple la CGT, la solution toujours qu'ils agitent, c'est une hausse des cotisations. Oui, mais au bout d'un moment, on va arriver à un taux de cotisation qui asphyxie l'économie. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je trouve que ce débat est tabou, mais il est tabou à cause de l'électorat des partis politiques, mais il est aussi tabou parce que les retraités sont omniprésents dans les médias, ils sont même omniprésents dans l'implication dans les syndicats. On va être très clair. L'âge moyen des téléspectateurs, effectivement, nous mène à l'âge de la retraite. Donc peut-être que les médias, nous aussi, on se dit oh là là, on va pas attaquer le pouvoir d'achat des retraités. Ça, c'est à moitié une blague. On est une société vieillissante. Et ça a un impact forcément sur les équilibres, les rapports de force de la société française. Alors, il y a de fait, il y a un conflit latent actif-retraité. Alors effectivement, c'est un immense tabou, mais personne n'ose vraiment le soulever. Mais pour de très bonnes raisons. Pardon, juste sur ce point, parce que je n'aime pas l'idée qu'on résume ça à des questions électorales et bassement politiques. Non, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que se jouent aussi des questions de société, dans quelle société nous vivons, comment vivent les vieux travailleurs. Et je vous invite à regarder s'il y a un consensus chez les actifs sur la question des retraités. Parce qu'ils sont mal informés. C'est pas c'est parce qu'ils ont des grands-parents en fait et qu'ils ont des parents et qu'ils ont aussi un regard sur l'âge de départ de leurs parents et de leurs grands-parents. Sur l'âge de départ, on est d'accord. Donc c'est quand même le cœur de la réforme dont nous parlons. Bien sûr, mais moi quand je vous dis on peut s'attaquer à des retraités qui sont multipropriétaires et qui gagnent plus de 3 000 € par mois. Et par ailleurs, sur la question de l'économie asphyxiée, j'aimerais quand même dire que le taux de marge des entreprises françaises n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, qu'ils sortent d'une période où ils ont où il y a eu quand même 60 milliards de baisse d'impôts en 7 ans. 60 milliards de pardon, mais on a battu le record de défaillance d'entreprises en 2024. 66 000 défaillances d'entreprises. Si elles allaient si bien et si elles avaient tant de marge, on n'en serait pas à ce chiffre-là. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu un effet, vous le savez, de rattrapage sur la question du Covid. Il y a ensuite sur la question industrielle, qui est une question grave. La question énergétique qui rentre en ligne de compte. La question du protectionnisme. Pardon, il n'y a pas tant de marge. La question du protectionnisme que nous ne pratiquons pas. Donc on va pas faire peser sur la question des retraites des choses sur lesquelles on peut pas lui faire peser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a quand même, moi, je considère que là, pour le coup, de ce point de vue-là, il faut qu'on se mette d'accord sur des solutions. Un mot sur la marge des entreprises. Il n'y a pas eu de cadeau de 60 milliards. Quand vous regardez le taux de fiscalité des entreprises, parce qu'encore une fois, on n'est pas une île, il faut se comparer par rapport aux autres, pour rester à des taux pour la France les plus élevés. Donc l'idée, c'était d'avoir en effet... Il y a eu une baisse, mais on partait beaucoup plus haut que les autres. Donc c'est ça le sujet. Et quand vous regardez aujourd'hui la compétition fiscale qui existe par rapport à d'autres pays, très bien, vous les taxez, augmenter les cotisations patronales. Quand vous aurez plus d'entreprises à augmenter les cotisations patronales, vous allez faire quoi? Vous savez bien que ce discours est caricatural. Donc, non, il n'est pas du tout caricatural. Vous refusez les solutions économiques qui permettraient de protéger notre économie. Regardez justement ce que dit le rapport des comptes. Absolument pas. Le marché européen soit aussi réservé à ce que font aujourd'hui les Américains, les Chinois sur une
une part de territorialité dans la production. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, écoutez, vous êtes dans une logique qui est juste une logique qui forcément nous amène vers le bas. Vous dites, si il y a un taux de fiscalité de l'IS à 12 là, tout le monde va partir et donc nous n'avons plus la main sur la question fiscale. Alors, le seul débat sur l'augmentation de la fiscalité, il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment créer plus de richesses. Que ça. J'ai dit que c'était l'un des instruments. On a parlé de la réforme Touraine tout à l'heure, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Et la localisation de la production, je suis la première à être d'accord. Donc là, encore une fois. Alors, on va revenir aux enjeux politiques avec vous, Émilie, puisque on se demande quand même ce que cherche l'exécutif et notamment François Bayrou. À relancer cette concertation, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif initial, et on en a parlé, au moins, c'est clair, annoncer un conclave sur la réforme en début d'année au moment des discussions autour du budget 2025, eh bien, ça permettait tout simplement au Premier ministre d'assurer la survie de son gouvernement. Et ça a marché. Le Parti socialiste demandait des avancées dans ce domaine. Bayrou a pu négocier avec eux le deal. Donc en effet, oui, ça a marché. Un conclave contre un soutien, ou plus exactement contre une non-censure au moment du vote du budget. Pari réussi. Les projets de loi de finances ont été votés. Ils sont maintenant derrière le Premier ministre. Deuxième objectif pour François Bayrou qu'on peut imaginer, il s'était déjà imposé au président de la République pour devenir Premier ministre, en tout cas c'est ce qu'il s'est dit après la chute de Barnier. Eh bien son deuxième objectif, ça serait de marquer sa différence. L'homme écoute le peuple, il prend en compte un sujet, je le cite, qui continue de tarauder notre pays, assure-t-il, alors que Macron n'avait pas vraiment tenu compte. Et c'est vrai que 11% seulement des Français soutiennent la réforme des retraites telle qu'elle existe actuellement, 49% veulent la modifier, et 39% veulent l'abroger. Alors Bayrou, il est aussi pour le dialogue avec les corps intermédiaires, avec les partenaires sociaux. Il les considère, encore une petite différence avec Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de les zapper. Bayrou va même plus loin. Il imagine que la gestion du système des retraites pourrait être confiée aux syndicats et au patronat, à l'image de ce qui se fait déjà et avec succès pour la retraite complémentaire obligatoire des salariés. Il a d'ailleurs choisi le directeur général de l'AGIC-ARCO, Jean-Jacques Marette, pour chapeauter les discussions. Et je cite le Premier ministre, il l'a dit clairement, l'avenir des retraites, c'est une gestion par les partenaires sociaux et non plus par l'État. En gros, il trouve ça plus efficace quand c'est les partenaires sociaux qui s'en occupent, ce qui n'est pas vraiment faux donc pour l'AGIC-ARCO. Et au passage, finalement, si la concertation échoue, c'est simple, la faute reviendrait à ces Mozart de la gestion paritaire. Et alors, on l'a déjà évoqué, mais François Bayrou imagine une suite parlementaire à ces discussions. Oui, on l'a entendu tout à l'heure, donc il devrait y avoir une suite parlementaire, ça fait partie du deal négocié avec le Parti socialiste. Alors, on rappelle les 3 options rapidement. 3 options, c'est pas super clair d'ailleurs ces options, mais s'il n'y a pas d'accord, on repart sur le même texte. Ça c'est clair, le texte adopté au 49.3, il reste identique. S'il y a un accord complet, il y a un projet de loi qui serait initié pour porter la nouvelle réforme et hop, on repartirait au Parlement. Enfin, s'il y a un accord partiel, mais là, il dit pas ce que c'est exactement que l'accord partiel, c'est là où c'est pas très clair, un texte intégrerait les améliorations à apporter à la réforme actuelle. Et je le cite à nouveau parce qu'il disait, on l'a entendu tout à l'heure, c'est la voie la plus franche, la plus transparente, oui, de petits doutes, la plus honnête qu'on pouvait trouver sur ces sujets. C'était lors de son discours de politique générale au Sénat le 15 janvier, donc une voie qu'il estimait sans tabou ni totem, mais qui pour d'aucuns n'est pas si claire que ça. On va le voir, c'est en faisant, en marchant qu'on apprend à marcher. on peut dire ça comme ça. Je voudrais redonner la parole, tiens, on l'a entendu tout à l'heure, le sénateur centriste Olivier Henno, sur l'enjeu de la dette publique. Je voudrais qu'on revienne sur cette question, on l'écoute. Moi, j'attends que les partenaires sociaux ils se mettent au travail sur tous ces sujets, mais qu'il n'y ait pas une fuite en avant et un accord ou un consensus avec la variable d'ajustement qui est toujours la même depuis si longtemps, qui est laisser filer la dette publique. Ça, ce sera la ligne rouge. Impossible d'avoir un conclave qui aboutirait à une réforme qui coûterait plus cher aux générations qui nous suivent. Ça, ce sera la ligne rouge. Vous nous avez dit tout à l'heure, Alexandre Ouizy, que vous militiez pour qu'on trouve cet équilibre. Ça, on l'a bien entendu. Je repose la question, pardon d'être un peu obsédé par la question de l'âge, mais est-ce qu'on peut atteindre cet équilibre sans travailler plus longtemps, collectivement? Parce que il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraités. Il y a bien un moment où il faut qu'on travaille plus longtemps. Sinon, j'ai quelque chose qui échappe à ma logique mathématique. D'abord, on travaille de plus en plus longtemps puisque la réforme Touraine et ses suites sont en train de s'appliquer et que donc en fait le nombre d'années de cotisation continue d'augmenter. Donc dans les faits, on travaille plus longtemps. La question c'est est-ce qu'on fait que ça pour faire un système de retraite? Et nous, notre réponse c'est non. Et notre réponse c'est surtout de dire non lorsqu'on s'attaque
ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que c'était une réforme de classe, qu'on ne s'attaque qu'à une partie des gens. Et là, qu'est-ce que vous espérez de ces négociations? Ce que j'espère, c'est en effet, c'est qu'on arrive à une solution qui nous permette, en combinant un certain nombre d'approches, parce qu'il y a en effet un certain nombre de sujets qui sont sur la table, en combinant un certain nombre d'approches, de sortir de la question de la mesure d'âge. Moi, évidemment, si vous me demandez ce que je souhaite, c'est ce que nous proposions, c'est-à-dire le retour à 62 ans, et ensuite qu'on travaille sur les autres solutions, sur l'âge de départ à la retraite, et ensuite qu'on travaille sur les autres solutions. On a des propositions fiscales, mais aussi ce que je vous disais sur tout un tas d'autres volets. Tiens, je vais ouvrir un dernier chapitre. Et juste sur la dette, parce que juste là-dessus. Oui. Nous, donc, on le dit, on veut le faire dans les questions d'équilibre. Juste une chose, quand j'entends ces questions de dette, hier, quand on était dans le Sénat, il y avait des Ukrainiens qui étaient là. Quand je pense aux limites qu'on se met, au fait que la Banque centrale aujourd'hui européenne ne nous aide pas pour des dépenses militaires, des dépenses environnementales qui font que le futur de l'Europe soit garanti. Notre rapport à la dette publique, quand je regarde les Américains qui ont des taux de dette publique à 6, à 7, à 8% du PIB, quand je regarde ce qu'ils font, comment ils sont baqués par leur banque centrale, je suis inquiet pour notre continent. Mais c'est une remarque plus large. Mais cette obsession, je vous le dis, les règles européennes nous donnent un biais dans notre rapport à la dette qui nous met en grand danger vis-à-vis du reste du monde. Il y a une réalité, c'est ce qu'elle nous coûte tous les mois. Et personne ne fait comme nous. C'est ce qu'elle nous coûte tous les mois. Il faut faire quand même très attention par rapport à ce qui est dit, puisque c'est vraiment faux. Il y a deux choses, la politique monétaire qui est indépendante, c'est-à-dire que la Banque centrale gère, excusez-moi, laissez-moi finir, voilà. Et de l'autre côté, la politique budgétaire qui est en effet la prérogative des États. Donc vous ne pouvez pas dire à une banque centrale qui est indépendante, vous faites le chèque. À ce moment-là, elle est plus indépendante. Mais à ce moment-là, il faut le dire au marché financier que la banque centrale n'est plus indépendante, parce que c'est quelque chose d'important. Et vous comparez, laissez-moi finir par rapport aux États-Unis, arrêtez de me couper la parole tout le temps. Les États-Unis, ils ont le dollar. Je ne crois pas que ce soit pareil que l'euro. Le commerce international, c'est pas encore en euros, malheureusement, qu'on le fait. Donc, de dire, aux États-Unis, ils ont en effet quasiment un peu moins de 10% de déficit, ce qui est tout à fait vrai, et que nous, on pourrait avoir la même chose, c'est encore une fois comparer des choses qui ne sont pas du tout identiques. Les échanges internationaux financent la dette américaine. Tout à fait. Et que le monde entier est plein de dollars, ce qui est beaucoup moins le cas de la zone euro. Encore une fois, laissez-moi finir, merci. Donc, de dire, il faudrait faire comme les États-Unis, se comparer aux États-Unis, on ne sommes pas les États-Unis d'Europe, ça se serait, on n'a pas un budget commun. Donc si en effet on avait un budget commun, à ce moment-là, ce serait. Mais de dire que c'est la Banque centrale européenne de financer nos déficits, et puis rappelez-vous, pendant la crise de 2010, la Banque centrale européenne, elle a été mise au pot. Quand Mario Draghi a dit derrière on paiera, on peut dire que la Banque centrale européenne est encore aujourd'hui, les écarts de dette, elle regarde. C'est ce qu'on est en train. Je finis juste là-dessus parce que on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Et il faut arrêter de dire que c'est toujours la faute de l'Europe aussi. C'est pas du tout la Banque centrale européenne. Je suis en train de dire que c'est la faute. Je suis en train de dire que la solution est là-bas. Sauf que vous êtes dans un cadre, dans une orthodoxie que je respecte. C'est votre orthodoxie. La Banque centrale est indépendante. La Banque centrale. Alors, on va aussi laisser Alexandre merci. Parler. Vous avez aux États-Unis, et en effet, nous l'avons fait nous-mêmes en Europe, à un moment où la Banque centrale a acheté massivement des titres de dette sur les marchés financiers. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'en effet, quoi qu'il arrive, la Banque centrale back l'État américain et lui permet en effet de s'endetter à des niveaux d'endettement. Encore une fois, cette année, vous comparez le déficit français et le déficit américain, ils se posent pas la question de leur déficit. Il y a en effet la question du dollar, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais en revanche, dans notre situation, notre rapport à la dette, notre rapport à la dette publique nous empêche de fonctionner. Faire filer la dette pour l'urgence en matière de défense ou même sur les enjeux environnementaux. Et puis la question de la dette qu'on accumule depuis des décennies dans C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé en disant que sur la question des retraites, la question de l'équilibre du système était ce que nous proposions. Adrien Matou. Sur ça, la question de la dette est quand même, on peut pas l'évacuer comme ça. Et le fait est que la France sacrifie ses services publics, vous serez d'accord avec moi, l'école, l'hôpital, les transports, la défense. Et on n'investit pas. Il n'y a pas de dépenses d'éducation, il n'y a pas de dépenses d'investissement, il n'y a pas de dépenses dans la recherche et développement. Nous, ce qu'on fait, je suis désolé, j'y reviens à chaque fois, c'est obsessionnel, mais des fois, quand un problème est énorme, vous êtes obligé de l'aborder à chaque fois. 1 euro de dépenses publiques sur 4, c'est notre système de retraite. C'est pas des dépenses d'investissement, c'est des dépenses dans un système social qui, c'est vrai, doit être généreux. Mais à mon avis, il faut quand même se poser la question de l'absence d'investissement. Et je trouve que là, on est quand même en train à la fois de sacrifier nos dépenses publiques d'investissement et de services publics, et aussi de faire quand même peser un poids sur les entreprises et les actifs pour
quand même financer un système social qui prend beaucoup d'argent. Tout dernier mot. Allez, c'est pour vous. On voit bien que c'est un problème de société, enfin que c'est des questions de société qu'on débat. Oui, c'est un modèle de société. Non, moi je me demandais dans les tabous, pas de tabous, est-ce que on va parler retraite à point, c'était quand même des idées qu'il y avait, capitalisation. On n'a pas eu le temps, c'est la fin du débat, t'avais prévu qu'on en parle, mais ça peut être une partie des solutions et ça, il va falloir le mettre. Bon, vous savez quoi, comme ces négociations vont durer au moins 3 mois, la retraite par capitalisation, la retraite à point, je suis sûr que ça reviendra dans Sens Public. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant, enflammé aussi, et donc voilà, ça prouve que c'est un thème majeur et effectivement un modèle de société. Je suis assez d'accord avec vous, et je vous dis à bientôt sur ce plateau et sur Public Sénat.